On entend souvent dire que la chirurgie bariatrique est la solution miracle pour perdre du poids, mais est-ce vraiment le cas? En réalité, il existe plusieurs techniques, la sleeve, le bypass, les anneaux et bien d'autres, chacune avec ses avantages, ses limites et surtout un parcours très encadré. Ce n'est pas une décision prise à la légère, qu'il faut répondre à des critères précis et s'engager sur un suivi à vie. Si vous vous êtes déjà demandé si la chirurgie pouvait être une option pour vous ou pour un proche, cet épisode va vous éclairer. Vous allez comprendre en détail comment fonctionnent ces interventions, à qui elles s'adressent et quels résultats on peut en attendre. Et pour en parler, j'ai encore la chance d'accueillir le docteur Thénard et le docteur Mahler pour ce troisième épisode qui vont nous guider dans le parcours exigeant mais plein d'espoir. On va commencer par, pouvez-vous, je propose qu'on fasse les chirurgies une à une et après vous me parlerez de toutes les nouveautés. En quoi consiste la sleeve? Alors, en fait, heu, est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt commencer par, Ce que vous voulez, la globalité? on peut. Heu, la prise en charge moderne de l'obésité, c'est un triptyque. D'abord, heu, ce qu'on appelle les règles hygiéno-diététiques, heu, jouer sur le comportement alimentaire, l'activité physique, le suivi, l'éducation thérapeutique. Ça, c'est la base de tous les traitements. Ensuite, on est en face d'une maladie et en fonction de la sévérité de la maladie et en fonction, heu, du patient, on a 2 outils principaux pour traiter la maladie, les médicaments et les opérations. Heu, les médicaments, c'est vraiment une avancée majeure dans la prise en charge de l'obésité de ces 10 dernières années. Ça c'est un acteur majeur qui est pas en compétition avec la chirurgie, qui est en complémentarité. Il y a des patients qui vont être traités exclusivement par les médicaments, des patients qui vont être traités exclusivement par les chirurgies et des patients qui vont être complémentaires. Pour les indications c'est un IMC supérieur à 35 avec des comorbidités ou un IMC supérieur à 40. Pour les patients qui ont un IMC entre 30 et 35, il n'y a pas d'indication chirurgicale validée. Il y a des techniques dites endoscopiques de suture de l'estomac qui commencent à être de plus en plus présentes. Il y a beaucoup d'études en cours, elles ne sont pas encore validées par la Haute Autorité de Santé, elles ne font pas encore partie du panier de soins global. Donc si on regarde sur les patients dits chirurgicaux, IMC 35 et comorbidité au supérieur à 40, là, les traitements médicaux, on va utiliser des terminologies qu'on utilise dans la cancérologie, c'est-à-dire traitement néoadjuvant, qui veut dire avant la chirurgie, ou traitement adjuvant, qui veut dire après la chirurgie. Et donc là, on se pose la question maintenant systématiquement sur chaque patient qui a éventuellement une indication opératoire, donc à la base déjà suivi global. Ensuite, on se pose la question, est-ce qu'il y a une place pour les médicaments avant et peut-être après? Et ensuite, on se pose la question de, est-ce que après le suivi qui a été mis en place pendant une durée suffisante, la Haute Autorité de Santé nous demande 6 à 12 mois de suivi, c'est absolument nécessaire qu'il y ait ce suivi et cette mise en place des changements comportementaux avant de pouvoir décider s'il y a une opération ou pas. Ensuite, quand on décide de l'opération, heu, nous personnellement, on garde l'opération en deuxième intention après un traitement médical en se disant que la logique du traitement d'une maladie, c'est d'aller du moins invasif au plus invasif. Donc la place des médicaments, elle est fondamentale avant tout. Et ensuite, on parle des opérations. Et effectivement, dans les opérations, les anneaux sont en grande perte de vitesse. Ils ont été extrêmement faits il y a une quinzaine, vingtaine d'années. Et puis on s'est aperçu que malheureusement, les résultats au global n'étaient pas très bons. Il y a encore quelques équipes qui le font avec succès, mais les autres équipes n'arrivent pas à reproduire ces mêmes résultats. Donc au fur et à mesure, étant donné qu'on a une technique qui, dans 80% des cas, se révèle être un échec, on a du mal à proposer à un patient en première intention une technique qui a autant ou un traitement qui a autant d'échecs. Ensuite, mais elle n'est pas à barrer de la route complètement. Parce qu'il y a encore des patients, soit des patients très jeunes, soit des patients très fragiles, soit plein de raisons qui font que ça pourrait être éventuellement prescrit. Et c'est un échec au moment où on fait l'intervention ou c'est un échec sur le long terme et qui, du coup, ils Sur regrossissent le plus long terme, rapidement? sur le long D'accord. terme. Pas qu'ils regrossissent plus rapidement ou quoi que ce soit, c'est qu'on se rend compte qu'in fine, sur le long terme, 80% des patients qui ont des anneaux récidivent ou ont du reflux ou ont des problèmes et on retire les anneaux. Donc on se dit, bah, finalement, la technique, elle est difficile à proposer à une large échelle à tout le monde. Maintenant, elle est là et plus on va avoir de techniques différentes, l'anneau
la sleeve, il y a une sleeve maintenant qui s'appelle la Nissen sleeve, il y a plusieurs types de bypass. Plus on va avoir d'interventions, plus on va pouvoir essayer de savoir laquelle pour notre patient est la meilleure. Donc si on parle d'anneau, c'est quoi un anneau? Pour que tout le monde puisse bien comprendre. C'est une bande. C'est une bande en silicone, qui est, ajustable par un cathéter, qui est relié à un cathéter avec un boîtier, qui est placé, sous la peau et pour lequel, on va gonfler progressivement et on va étrangler, l'estomac pour que le passage alimentaire au travers de l'anneau, se réduise. Alors, voilà, moi je suis encore quelqu'un qui pose des anneaux. Ah ouais, Heu, c'est plutôt, mais on sélectionne, principalement, ces personnes, donc comme le dit Fabien, surtout, les gens qui sont fragiles, mais aussi chez le jeune adulte, de 19 ans, par exemple, 18, 19 ans, 20 ans, qui leur permet, d'avoir une contrainte, une hygiène, plus stricte que si, ils avaient une autre opération, on viendra qui est plus radicale. Mmh. il faut savoir qu'en fait, l'anneau notamment, en fait, beaucoup de gens se trompent sur comment ça marche. En fait, l'anneau, la sleeve, le bypass et toutes les interventions de chirurgie ne sont pas des interventions qui sont faites pour empêcher les gens de manger. Heu, elles sont pour répercussion d'avoir une diminution de l'apport calorique, mais comme on disait tout à l'heure, enfin comme on disait dans les précédents épisodes, il ne faut pas que cette diminution soit trop importante. Heu, parce que sinon ils se mettent en carence ou en restriction et du coup, ils stockent, ils perdent pas de poids. L'anneau en fait, c'est pas pour on resserre pas l'estomac pour que les gens mangent moins. On resserre l'estomac parce que du coup, on resserre la partie haute de l'estomac et du coup, la partie qui est au-dessus de l'anneau de l'estomac, elle s'étend plus rapidement. Et on sait notamment que c'est l'extension de cette partie, qu'on appelle le cardia, qui induit le phénomène de satiété. Donc finalement, on veut induire un phénomène de satiété plus précoce en resserrant la partie haute de l'estomac. Mais beaucoup de gens pensent que c'est vraiment juste, on met quelque chose pour empêcher les gens de manger, et plus on serre, et moins ils vont manger, et plus ils vont maigrir. En fait, c'est pas vrai du tout. L'idée, c'est d'essayer de faire en sorte que on serre pour réinstaurer un sentiment de satiété plus précoce et qui mangent moins à cause de ce sentiment de satiété. Mais pas qu'ils mangent moins parce que ça bloque, qu'ils mangent moins à cause de ce sentiment de satiété. Mais malheureusement, c'est beaucoup dévié et il y a beaucoup de gens qui se disent, bah, en fait, je mange et puis quand ça bloque, c'est que j'ai trop mangé. Et ça, c'est pas la bonne. Si vous voulez, il y a une enfin, moi, j'explique ça aux patients, il y a une espèce de déconnexion entre le cerveau et l'estomac, où le cerveau dit: «Bah, il faut que je mange parce que, voilà, j'ai été élevé comme ça» Mmh. et il y a l'estomac qui dit: «Bah, maintenant comme j'ai été opéré, c'est plus possible» et donc c'est de retrouver cette synergie, entre, le cerveau et l'estomac qui permet d'avoir de bons résultats. Autrement dit, c'est de pouvoir éduquer les gens quand ils ont un anneau gastrique, de voir le volume alimentaire qu'ils peuvent manger. S'ils ne le voient pas et qu'ils mangent comme ça et jusqu'à ce que ça bloque, on risque d'aller vers des complications. Parce qu'ils vont de plus en plus forcer sur le système, ou alors avoir des déviances. Ils peuvent manger du chocolat, du Nutella, des croquettes de fromage, du gras. Tout ce qui est gras va passer au travers de l'anneau parce que c'est des pulsions qui sont réactivées et qui vont amener évidemment une échelle. Après, pour les sleeves et le bypass, moi je trouve qu'en fait, on a beaucoup essayé de beaucoup décrire ça au patient. Mais en fait, le patient, c'est pas tellement important pour lui, ça, savoir si c'est une sleeve, ou c'est un bypass, ou c'est un CLI, ou si c'est un oméga, ou un Y, c'est pas tellement important. L'idée, c'est de se dire que on va essayer de trouver si le profil du patient, sa manière de s'alimenter, ses comorbidités, son âge, son indice de masse corporelle, l'existence d'un reflux ou pas, l'existence chez une femme de souhait de grossesse, vont faire en sorte qu'il y a une intervention dans laquelle on va se dire: «Celle-là, elle serait peut-être mieux pour mon patient que l'autre». Mais l'idée, c'est qu'il y en a pas une qui est meilleure que l'autre. Parce que s'il y en avait une qui était vraiment fondamentalement meilleure que l'autre, Tout le monde la ferait. Bah, oui. on n'aurait pas de discussion en disant: «J'hésite entre une intervention qui est très bien et une intervention qui est moins bien». Elles ont des avantages et des inconvénients, mais grosso modo, ce qu'il faut que les patients sachent, c'est que pour eux, ça change rien. Si on ne leur dit pas quelle intervention ils ont eue, à part l'anneau parce que ça se voit, il y a un boîtier,
Il n'y a aucune manière de savoir telle ou telle. La manière de s'alimenter est exactement la même, que ce soit une sleeve, un bypass, un SADI ou une autre dérivation. Donc en fait, l'idée, c'est de se dire, les interventions ont montré qu'elles fonctionnaient dans le temps, et on va essayer, nous, de savoir s'il y en a une qui serait plus appropriée que l'autre. Et maintenant, on est quand même à une époque dans laquelle on fait participer le patient à cette décision. Et c'est pas non plus le patient qui va décider pour nous, parce que ça serait nous défausser d'une responsabilité et mettre la responsabilité sur le patient, ce qui n'est pas souhaitable. L'action, il est super important. Le mécanisme d'action principal de ces interventions, c'est pas la réduction de volume de l'estomac, c'est les mécanismes identiques à ceux des médicaments de l'obésité, c'est-à-dire action sur les hormones GLP-1, GIP et d'autres phénomènes hormonaux. Donc finalement, les médicaments et la chirurgie, ils fonctionnent pareil. Et c'est ça leur mécanisme principal d'action. Alors, est-ce qu'on peut l'expliquer justement ça, ce mécanisme pour que tout le monde comprenne? Parce qu'effectivement, dans la culture de tout le monde, c'est on réduit le volume pour manger moins. Bah, en fait, c'est très, très compliqué à expliquer. C'est très, très compliqué à expliquer. En plus de ça, comme on disait dans le précédent épisode, la plupart des patients, finalement, ils ne mangent pas beaucoup trop, hein. À un moment de leur vie, ils ont un peu trop mangé. À un moment, il faut qu'il y ait plus d'excès calorique pour arriver à prendre du poids. Mais au bout d'un moment, ça se stabilise et les gens, ils essaient de perdre du poids, ils n'y arrivent plus. Et quand ils en sont là, souvent, ils ne mangent pas trop. Donc en fait, ils ne comprendraient pas qu'on leur dise qu'on leur réduit la taille de l'estomac pour qu'ils mangent moins, parce que ce n'est pas le cas. Il faut qu'ils mangent mieux, différemment, mais il faut quand même qu'ils aient un apport calorique suffisant. L'autre rumeur qu'il y avait ou pensée, c'était de dire que l'obésité, elle est due au fait que les gens ils ont un trop gros estomac. On opère des patients plusieurs fois par semaine. On a bien vu que en fait, l'estomac des patients d'obésité est de la même taille que, en fait, c'est dépendant du sexe et de la taille, mais pas du tout du fait d'avoir une maladie ou pas. Les patients d'obésité, ils ont un estomac de taille normale. On a le même. On a le même estomac. C'est assez choquant. Ouais. Donc en fait, comment expliquer? Ben, finalement, euh, les phénomènes hormonaux induits par l'intervention vont in fine aboutir à ce qu'il y ait un meilleur sentiment de satiété, peut-être une diminution de la faim et peut-être plus de facilité à manger en quantité régulée que s'ils ne sont pas opérés. Et il y a très certainement des phénomènes hormonaux métaboliques qui sont en jeu qu'on n'a pas exactement complètement compris. Mais comme on n'a finalement pas compris complètement le mécanisme de l'installation de l'obésité. Pourquoi est-ce qu'il y a des patients qui vont développer une obésité? Pourquoi d'autres ne vont pas en développer? Alors que grosso modo, on est tous un peu en excès calorique, hein. Et pourquoi il y en a qui vont finalement le développer et puis pouvoir le perdre, et d'autres y arriver? Ça, on ne sait pas exactement pourquoi. Le mécanisme. Et donc, c'est très compliqué de répondre à la question de la mécanique de la réussite des traitements médicamenteux et chirurgicaux si on n'a pas compris à la base pourquoi est-ce que l'obésité, on avait compris exactement ce qui s'était passé. C'est très, très multifactoriel et très complexe. Et un très bon exemple, c'est que les premiers bypass, ils ont été faits dans l'histoire dans les années 50, hein. Dans les années 50, il n'y avait aucune notion de, des phénomènes hormonaux induits. C'était uniquement une question de volume. On baisse le volume, donc les gens ils vont moins manger, ils vont perdre du poids. On s'est aperçu que effectivement les gens perdaient du poids grâce au bypass. 70 ans après, c'est le même bypass. On le fait par cystoscopie, on le fait par robot, beaucoup moins invasif, mais c'est le même montage. Et 70 ans après, ça marche toujours aussi bien. C'est juste que l'explication du mécanisme est complètement différente. Maintenant, on se dit, ah non, c'est pas une question de volume, c'est une question hormonale. Donc en fait, il faut décorréler l'efficacité des traitements chirurgicaux et médicaux avec l'explication de pourquoi ça fonctionne. Est-ce qu'on peut quand même expliquer assez simplement les différentes chirurgies, mais pour que les gens ils puissent comprendre? Il y a deux grosses familles en fait en chirurgie. Soit on va jouer sur le volume de l'estomac, qu'on appelle les techniques restrictives, ou soit, en gros, hein, on joue sur des techniques mal absorptives, c'est-à-dire que ce qu'on appelle le bypass, bypass ça veut dire dérivation en anglais, on va faire digérer les aliments un peu plus loin. Voilà. Et c'est les deux grosses familles. Donc les techniques restrictives, il y a l'anneau et la sleeve. L'anneau, donc c'est une bande que l'on a au niveau de l'estomac. La sleeve, c'est on va couper les trois quarts de votre estomac. Le reste de l'estomac, donc on le coupe et puis on le jette à la poubelle. Donc
c'est une opération irréversible. Ouais. Analyse. Ouais. Et les bypass, on coupe, mais on ne jette rien et on fait une dérivation. Voilà. C'est pas du tout les mêmes types, comme disait Fabien, hormonaux, mécanismes hormonaux qui interviennent dans chacune des interventions. Mais en tout cas, il y a des choses qui participent pour que le patient perde du poids. C'est hyper spécifique. Dans les bypass, il y a plusieurs types de bypass. Le bypass Y, qui est le plus fréquemment fait, est maintenant devenu une technique plus considérée comme restrictive Ouais. que malabsorptive. Il y a d'autres types de bypass, l'oméga par exemple, mini bypass, des techniques de dérivation qui, elles, effectivement, sont plus basées sur le mécanisme malabsorptif que restrictif. Euh, donc voilà, c'est spécifique. Je pense que c'est intéressant pour les patients qui le souhaitent. On rentre dans le détail de tout ça, mais on a l'impression, enfin, en tout cas j'ai l'impression que plus ça va, plus les gens finalement n'ont pas tellement le souhait de savoir si c'est la sleeve ou le bypass Y ou la dérivation et comment on va faire. Ça, c'est plutôt une affaire de chirurgien, de savoir comment on va le faire et c'est surtout pour nous que ça va changer quelque chose. Euh, je pense que j'ai plus l'impression que la demande des patients, elle est autour de est-ce que vous allez être là pour moi? Est-ce que vous allez m'accompagner? Est-ce qu'il y a une équipe qui va m'accompagner? Et dans ces cas-là, moi, est-ce que je peux donner ma confiance à l'équipe, à vous? Et nous, après, notre travail, c'est de dire, ben voilà, on va articuler le suivi, les médicaments, les techniques chirurgicales s'il y a besoin, plus que vraiment, est-ce que c'est plutôt une sleeve ou un bypass, ou ça, c'est vraiment, c'est des considérations qui sont peut-être intéressantes, mais je trouve qu'ils sont de moins en moins, finalement, intéressantes pour les, enfin, en tout cas, c'est de moins en moins à la demande des patients. Vous savez pas des patients qui arrivent en disant j'ai vu sur ChatGPT, il y a ça, et faites-moi ça. Si, bien sûr, mais le tout, c'est que quand il arrive dans le centre, il y ait un échange. Donc, il y a un échange avec les différents partenaires, psychologues, diététiciens et puis chirurgiens. Et c'est surtout lors de cet échange avec aussi le chirurgien et le questionnaire que l'on a lors de l'enquête alimentaire du patient que l'on peut leur expliquer pourquoi il nous semble que cette intervention-là est meilleure qu'une autre. La deuxième chose aussi, c'est qu'une fois qu'ils ont terminé leur parcours de soins qui dure 6 mois, on en rediscute en réunion de concertation multidisciplinaire pour savoir si tout le monde est bien d'accord par rapport à ce type de malade, que l'opération que l'on a choisie est la bonne ou pas. Voilà. On a de moins en moins de demandes comme ça. Ok. On a eu tous, je pense, une dizaine d'années, beaucoup de demandes de patients qui arrivaient qui nous disent voilà, moi, je voudrais une sleeve, un bypass. De moins en moins, c'est ça. IA, pas IA, ChatGPT, pas ChatGPT, finalement, ça, c'est plutôt une démarche un peu presque commerciale de consommation. Je veux telle chose, je veux telle chose. Qui était due à la fois à la dérive sociétale de l'immédiateté, et puis je décide moi je consomme, je veux ça, je veux ci, et qui est également due au fait qu'il y avait un déficit de connaissance de la maladie, et que comme in fine, ben, du coup, il n'y avait aucun médecin, aucun soignant qui disait au patient c'est une maladie, il faut vous faire traiter, ben, le patient il disait moi je vais trouver moi ma manière de régler mon problème. Et comme la chirurgie, on est au courant, ben, ils se faisaient leur propre stratégie thérapeutique eux-mêmes, et ils disaient bon voilà la chirurgie, puis j'ai regardé, je me suis renseigné, il y a de la sleeve, le bypass. Alors souvent c'était sur des critères qui sont pour des critères scientifiques, soit bah, tel schéma il me fait moins peur que tel schéma, donc je préfère tel schéma, ou soit bah, ma cousine, un ami a eu une sleeve, ça s'est bien passé, bah, du coup je voudrais une sleeve, soit ma cousine ou un ami ou quoi a eu une sleeve, bah, ça s'est mal passé, donc je voudrais un bypass. Donc finalement des critères extra-médicaux qui ne rentrent pas en ligne de compte. Mais on a je pense Oui. qu'on a de moins en moins ça. Oui, c'est On a vrai. de moins en moins ça. On a plus des gens qui arrivent et qui disent voilà, je veux que vous m'aidiez. Je veux que vous m'aidiez parce que j'ai une maladie et j'en peux plus. Je veux que vous m'aidiez. Et puis là, du coup, là, on peut développer notre accompagnement. Et on revient à ce qu'on avait dit dans les podcasts précédents, c'est-à-dire comment les gens doivent faire pour venir. Ben, ils doivent venir dans un centre qui est spécialisé dans la prise en charge de l'obésité ou même du surpoids pour pouvoir mieux les accompagner, mieux les comprendre et mieux leur proposer un traitement le plus adapté par rapport au poids, aux comorbidités et à leur comportement alimentaire. Et du coup, est-ce qu'il y a des critères médicaux
strict ou important qui fait que je dis, je fais de la vous vous dites: «Je fais de la chirurgie parce qu'il y a ça Oui, qui». parce qu'on est il y a quand même bon, on fait de la science quand même, Mmh, donc c'est pour on ça. est mais on est quand même limité à certaines chartes qu'on a signées, pour pouvoir, opérer des patients, voilà, comme disait, Fabien, donc c'est 35, entre 35 et 40, il faut 2 facteurs de comorbidité dans l'IMC. Au-dessus de 40, ben, vous avez une obésité et une maladie chronique irréversible, et donc là, à ce moment-là, on est obligé, de venir, sur des traitements multimodaux, comme il a expliqué, mais à la fois médicaux ou chirurgicaux, chirurgicaux puis médicaux ou, les 3. Et donc, il y a vraiment maintenant aujourd'hui une stratégie, plutôt complexe, de la prise en charge de l'obésité. Je ne sais pas ce que tu en penses, et donc, voilà, Oui, quand, oui, c'est une stratégie très, très complète. En fait, pourquoi il y a des critères? C'est parce qu'en fait, comme tout traitement, la chirurgie, c'est comme les médicaments, ça obéit à la balance bénéfice-risque. Est-ce que la maladie de mon patient lui fait courir plus de risques que le traitement que je lui propose? Donc c'est pour ça qu'on n'opère pas un patient qui a un IMC à 32 ou à 33, parce que si on l'opère, on lui fait courir plus de risques que si on fait rien. Et donc, c'est ce qui a été démontré, que pour un patient qui a une obésité avec un IMC supérieur à 35 et des comorbidités ou supérieures à 40, par contre là, si on fait rien, par rapport à l'opération, il court plus de risques. Donc c'est des critères qui sont basés, dessus. Les médicaments, les critères sont plus bas d'obésité puisque ça commence à un IMC supérieur à 29 pour cette même problématique. Parce que le risque du médicament est quand même moins fort que celui de la chirurgie. Mais en même temps, le risque de la maladie est moins fort quand on a un IMC à 32 que si on a un IMC à 45. On a pas mal discuté dans tous les épisodes qu'on a fait, d'équipes, multidisciplinaires. C'est qui et ils font quoi ces gens dans cette prise en charge? À quel moment ils interviennent? J'arrive dans le parcours, je suis obèse, j'ai le médecin traitant m'a envoyé en disant: «Vous allez là, ben, vous allez concrètement». là-bas et donc on vous donne, plusieurs, rendez-vous, heu, en général, je les vois en premier, ou parfois c'est la diététicienne, qui fait déjà une première enquête alimentaire, et puis après, on leur organise, donc un parcours dans le centre, on leur dit, bah, voilà, il pour pouvoir, gérer correctement, votre obésité, heu, c'est ça qui est un petit peu compliqué, c'est à la fois vous êtes malade, mais à la fois aussi votre obésité vous protège de certaines maladies. C'est un peu ça la difficulté. Donc c'est-à-dire, je vais vous donner un exemple, l'apnée du sommeil, il y a 50 des gens obèses qui en font, et il y a une grosse partie qui ne savent pas qu'ils ont, de l'apnée du sommeil. C'est comme le diabète, dans la population générale. En général, sur 100 de diabétiques, il y en a au moins 50 qui ne savent pas qu'ils sont diabétiques. Donc il faut aller rechercher donc ces facteurs de comorbidité qui peuvent donc aggraver, le risque, survenu, heu, d'arrêt cardiaque, d'AVC, d'embolie pulmonaire, tout ça, parce qu'il y a des conséquences. Et donc, ils doivent, faire un parcours de soins, alors, ils vont voir un pneumologue pour, voir, s'ils ont, de l'apnée du sommeil, mais aussi étudier leur fonction respiratoire, hein, il n'y a pas que l'apnée du sommeil. Il faut qu'ils aillent voir un cardiologue, pour voir si, bah, si vous êtes diabétique, par exemple, vous pouvez faire un infarctus sans le savoir. Donc, vérifier la cinétique du cœur, de voir s'il n'y a pas de problème du trouble du rythme, des choses ainsi, s'il y a des problèmes valvulaires, associés, ou pas à votre obésité. Il faut aller voir un endocrinologue parce que aussi, faut avoir des problèmes de thyroïde, que la thyroïde, n'est pas bien, régularisée, et donc, c'est un facteur aussi l'hyperthyroïdie, c'est un facteur, qui peuvent, entraîner des problèmes d'obésité. Vous pouvez aussi avoir des problèmes d'adénome hypophysaire, c'est-à-dire donc c'est une tumeur bénigne au niveau de l'hypophyse qui peuvent donner, des problèmes. Moi, j'ai une dame qui avait du lait qui coulait, au niveau de ses seins alors qu'elle était pas enceinte. Donc on fait des diagnostics comme ça. Vous pouvez aussi avoir des maladies endocriniennes qu'on appelle, la maladie de Cushing. On ne va pas rentrer trop dans le détail, mais il y a des maladies métaboliques qui peuvent, être responsables de l'obésité. Donc, ça, c'est vraiment important. Ensuite, donc il faut faire des examens, aussi endoscopiques, parce que comme on va intervenir à l'intérieur de votre estomac, ben, il faut voir comment l'estomac il est, s'il y a des ulcères, s'il y a des polypes, ou aussi, aller rechercher une bactérie qu'on appelle Helicobacter pylori,
qui est, elle, responsable donc de l'obésité, des ulcères. Donc, on arrive maintenant à traiter cette bactérie par médicament. À l'époque, on devait faire une chirurgie parce qu'on pensait que les ulcères, c'était dû à un taux d'acidité plus important. Je ne sais pas si tu avais fait des vagotomies tronchéaires sélectives. Mais, J'ai lu, mais voilà, à l'époque, on pensait que c'était trop d'acidité. En fait, l'histoire nous dit qu'aujourd'hui, ça cause une bactérie. Il faut voir aussi le foie. euh, Fabien nous a parlé de la mâche ou de la nâche. Donc, c'est une- c'est le foie qui est chargé trop en gras, qui va à un bon moment après donner une inflammation chronique, qui peut donner une fibrose, puis une cirrhose. Enfin, voilà. Il y a pas, voir si vous avez des pierres à la vésicule biliaire et tout ça. Donc, tout ça, c'est un parcours qui est important et surtout encore la diététicienne et la psychologue pour voir si vous êtes en capacité euh, déjà de comprendre la chirurgie, de savoir si vous êtes en capacité aussi euh, d'être stabilisé émotionnellement et traiter des compulsions alimentaires et de traiter aussi des souffrances psychiques que vous pouvez avoir et qui peuvent revenir par la suite. Le problème de la chirurgie, pourquoi elle est en échec, c'est qu'à un moment donné, vous êtes habitué à la restriction qu'on vous a faite. Et à ce moment-là, bah, le corps, hop, il reprend le Dessus. thermostat Ouais. et c'est comme ça qu'on explique la, l'échec. Donc, ce qu'on essaye d'inculquer aux malades, c'est par rapport à ce parcours, qu'ils prennent bien conscience qu'il a une maladie, qu'on va l'accompagner, mais qu'il y a un suivi à vie à faire, qu'il va falloir prendre des vitamines, faire des suivis biologiques, et que grâce à ces efforts qu'il va faire, ben, et l'accompagnement qu'il aura, ben, il donne le maximum de chances pour lui de stabiliser son poids après la chirurgie. Quand j'entends tous les rendez-vous médicaux qu'on doit faire, je Mm. me dis, mais ça prend combien de temps? Sinon, Parce que vous avez des partenariats? Parce que moi, demain, j'appelle un cardiologue pour un oui, rendez-vous, j'en aurai un dans oui, 2 ans. oui, oui, oui. C'est le but du centre hein, d'ailleurs. Hein. Mm. Le centre, c'est de pouvoir travailler avec différents partenaires médecins ou paramédicaux qui permettent d'avoir un rendez-vous dans la limite à partir de 6 mois. D'accord. on a le but de travailler voilà, en équipe, c'est qu'on a un peu un accès privilégié justement. On s'est organisé avec nos collègues pour que justement les patients venant de telle ou telle filière, du coup, aient un accès qui soit pas trop long dans le temps. Ok. Mais oui, oui, enfin, de toute façon, après, on est aussi contraint, comme tous les Français et c'est une diminution de la démographie médicale qui rend ces parcours plus longs. Euh, mais in fine, on arrive quand même à faire tout ça. Mais c'est aussi pour ça que. Mais finalement, cette durée de 6 mois, elle est plutôt assez. Ouais. Au minimum, elle est assez bénéfique. Ouais. Il faut le temps des changements. Ouais. Il y a tous les rendez-vous médicaux, mais également il y a tout le suivi. Un suivi, ça veut vraiment dire ce que ça veut dire. Un suivi, c'est pas une consultation avec un psychologue ou une consultation avec un diététicien ou une consultation avec un kiné, c'est un suivi. Donc là, il faut que ça se mette en place pour des changements qui se mettent en place. Au bas mot, il faut 3 4 mois pour changer une habitude déjà. Donc du coup, comme ça, plus les rendez-vous médicaux, beaucoup de centres font également de l'éducation thérapeutique, c'est la maladie. C'est la manière plus moderne d'inclure les patients dans le traitement de leur maladie chronique. Tout ça, c'est des ateliers de prise en charge. Et donc, ça prend du temps, mais ce temps-là est important. Et on entend souvent aussi que dans les légendes urbaines, qu'il y a certains patients qui se sont vus refuser la chirurgie parce que justement, ils n'étaient pas en fait dans ce changement. C'est légende urbaine ou une réalité où des fois vous dites ce patient-là, ça sert à rien que je l'opère puisque de toute façon, il ne va pas changer. C'est le but des concertations multidisciplinaires, c'est-à-dire que si le patient ne fait pas les efforts, s'il pense que le poids qu'il a est juste suffisant pour se repérer et qu'il n'est pas acteur même de son parcours, ben, vous ne l'opérez pas parce que vous pouvez avoir des complications, vous pouvez aussi avoir des complications graves. Et puis après, il faut aussi s'assurer que le patient ne parte pas dans la nature, parce qu'il y a quand même un certain pourcentage de patients qui ne viennent plus aux consultations par la suite. Et à contrario, on a des patients justement qui sont rentrés dans ce programme, on avait prévu de faire la chirurgie et en fait, il a tellement bien évolué dans la prise en charge de sa maladie qu'il en a plus besoin, cette chirurgie. Oui, bien sûr, notamment grâce aux médicaments.
La chirurgie, les médicaments, ce sont des outils, des moyens d'arriver à traiter la maladie du patient. Et ça veut plus dire grand-chose de dire le patient il vient pour une chirurgie, le patient il vient pour un médicament. Le patient vient pour une prise en charge de sa maladie. Et si, avec des traitements moins invasifs que l'opération, on peut arriver à traiter sa maladie, oui, bah, tant mieux, on y arrive. Ça arrive, oui, parfois, qu'il n'y ait pas besoin d'opération, et tant mieux. Et c'est juste des moyens, c'est pas des buts. On parle en fait depuis tout à l'heure des médicaments. Quand on parle de ça, moi je vois, tous les gens qui prennent, le fameux médicament, sur TikTok pour maigrir. C'est celui-là que vous prescrivez ou c'est d'autres, C'est celui-là. Il y en a 2, hein. Il y a le sémaglutide et le tirzépatide, qui sont les analogues du GLP-1, mais il y en a un qui a un truc, en plus, c'est le GIP, hein, c'est ça? Mm. Donc il y a voilà, donc ils ont des actions, similaires, mais un peu différentes, l'un par rapport à l'autre. donc c'est des traitements qu'ils auront à vie ou c'est des traitements qui vont pareil, avoir un certain temps, une fois qu'ils ont retrouvé en fait, le poids visé, ils s'arrêtent ou c'est des choses qu'ils vont garder à vie? Déjà, pour répondre à la problématique de TikTok, ce sont des vrais médicaments. Mmh. La problématique de notre époque actuelle, des réseaux sociaux, c'est que malheureusement, des vrais médicaments voient leur fonction dévoyée par des influenceurs, par des gens qui n'en ont pas besoin et qui prennent un risque en prenant un médicament alors qu'ils n'ont pas la maladie en face. On a tous l'exemple en tête de Kim Kardashian qui a pris de l'Ozempic, qui est l'équivalent du Wegovy, qui est un traitement Ozempic pour les patients diabétiques, mais également le Wegovy qui est la même chose que l'Ozempic, qui est un patient qui est validé maintenant dans le traitement de l'obésité. Kim Kardashian n'avait absolument aucun besoin de prendre des médicaments pour perdre du poids. Elle n'était pas atteinte d'une maladie. Et ce faisant, elle prend un risque, même faible, mais un risque trop important, de prendre un médicament sans indication. Si vous prenez du paracétamol parce que ça vous fait plaisir, vous aimez bien le goût, vous prenez un risque si ce n'est pas en face pour traiter des douleurs. Mmh. Le problème de la société actuelle, c'est que Kim Kardashian elle a plus de followers que le prix Nobel de physique. Donc du coup, elle a beaucoup plus d'impact là-dessus. Mais il faut vraiment séparer les deux choses. Il y a une indication des traitements, ce sont des vrais traitements, il faut les prendre avec beaucoup de sérieux et avec beaucoup de suivi, parce que sinon la balance bénéfice-risque, elle n'est pas favorable au traitement. Alors ensuite, les médicaments, effectivement, il y en a deux types que tu as décrits. Euh, alors, la théorie, c'est que oui, c'est un traitement à vie. L'obésité, c'est une maladie chronique. Quand vous avez un patient diabétique, vous traitez sous Ozempic, une fois que la glycémie est normalisée, vous n'allez pas dire on arrête l'Ozempic, vous continuez les traitements. Donc la théorie, c'est oui, il faut faire un traitement à vie. Et d'ailleurs, le problème de ces traitements médicaux, c'est que si on les arrête, il y a un gros risque de reprise de poids. La problématique auquel on fait face, c'est que sur les doses pour les patients diabétiques, puisque c'est les mêmes molécules, on a du recul. Maintenant, les traitements, ces mêmes traitements-là, pour le traitement de l'obésité, vont à des doses supérieures. Donc, on manque un peu ce recul-là. On a 15 ans de recul, 20 ans de recul sur l'Ozempic à dose antidiabétique. Sur les doses un peu au-delà des doses antidiabétiques, on a moins de recul. On pense que ça va être à peu près pareil, mais la vérité, c'est qu'on a moins de recul. L'autre problématique, c'est que les traitements ne sont pas remboursés. Je ne sais pas s'ils le seront un jour. Peut-être qu'ils le seront probablement dans les mêmes critères que les patients qui sont atteints d'obésité de classe 2 ou classe 3, c'est-à-dire les mêmes critères que la chirurgie. Pourquoi? Parce que ça représente peu de patients. Et parce que finalement, on ne peut pas se permettre de rembourser un traitement pour autant de patients. Mais du coup, la problématique financière, elle est importante, parce que je veux dire, c'est quand même des traitements qui, même à petite dose, sont entre 160 et 180 euros par mois. Ah oui, c'est pas possible. Donc, on est parti plus sur des espèces de traitements dits séquentiels. On traite le patient, il perd du poids. Lorsque son poids se stabilise parce qu'on a atteint le maximum d'efficacité du traitement, on diminue le dosage. On essaie de le faire très très progressivement. Et c'est là que toutes les règles hygiéno-diététiques mises en place dans le suivi vont prendre leur importance parce que c'est ça qui va essayer de faire en sorte d'éviter la reprise de poids à l'arrêt du traitement. C'est-à-dire que donc, ce sont des molécules qui vont, permettre les gens à perdre du poids parce qu'elles ont une action centrale, sur le noyau arqué, de l'hypothalamus. Bon, c'est théorique, hein.
Mais ce qui est très important de savoir, c'est que l'Ozempic n'est pas le Saxenda, c'est-à-dire le Saxenda a des doses beaucoup plus fortes d'analogues du GLP-1, avec les durées de vie qui ne sont pas les mêmes. Et donc, un médicament, comme dit Fabien, ça reste un médicament avec aussi ses effets secondaires. Voilà, donc il faut que ce soit toujours un traitement qui doit être suivi par un médecin et de préférence aussi par la diététicienne, parce que si les gens le font d'eux-mêmes, sans suivi, eh ben, en général, il n'y a pas des résultats escomptés. Et ils augmentent les doses progressivement, et à ce moment-là, ils peuvent avoir des complications sur la prise chronique de ce médicament. Il faut le même sérieux d'encadrement de la chirurgie et des médicaments. Voilà. L'histoire nous a montré que l'absence d'encadrement de la chirurgie aboutissait à beaucoup d'échecs et beaucoup de complications. Et c'est la même chose pour les médicaments, puisque les mécanismes d'action sont assez similaires. C'est justement ce qu'on va parler dans l'épisode 3. Justement, on va parler dans l'épisode 4, pardon, du suivi. Est-ce que vous avez des choses à rajouter justement sur cette prise en charge médicale ou chirurgicale sur les patients? Ben, en tout cas, le suivi est important, oui, dans certains types de montages chirurgicaux, ils doivent être suivis à vie. Ce qu'ils doivent savoir, c'est que s'ils déménagent de région, le chirurgien doit pouvoir, trouver un autre collègue pour le suivi ou même dans un autre pays, donner des informations, en tout cas, dans des centres qui peuvent, les suivre, ouais. Donc, du coup, pour conclure, la question de départ, c'était est-ce que la chirurgie, c'était la solution miracle? Je pense qu'au terme de cet épisode, on a bien vu que c'était pas une solution miracle, c'est que c'était une des armes de la prise en charge en fait de l'obésité, qu'il en existe d'autres, que ce soit la prévention, que ce soit les médicaments, que ce soit la chirurgie. Chacun a une place en fait qui est importante. C'est un outil qui peut véritablement changer la vie. Par contre, il y a une contrainte pour le patient, c'est ce qu'on va voir par la suite. Je vous remercie encore une fois pour cet épisode passionnant. Si cet épisode vous a plu, abonnez-vous, partagez-le et envoyez-nous vos questions.